Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue à cette 30e comédie du livre organisée par la ville de Montpellier et bienvenue évidemment à cette rencontre intitulée Exil au pluriel qui est proposée par l'association Cœur de Livre et qui est consacrée donc au dernier livre de Lynn Dallet que nous avons le privilège de recevoir à Montpellier. Nous allons aborder votre livre, Lynn Dallet, qui est paru aux éditions Christian Bourgois, qui s'intitule « Par ailleurs », sous-titré « Exil » entre parenthèses. Alors, Lynn Dallet, on vous voit très peu dans les médias, et donc c'est pour cela que je disais qu'on avait le privilège de vous recevoir aujourd'hui à Montpellier. Vous êtes assez discrète, et pourtant vous écrivez depuis 1986 des livres qui sont souvent primés, comme Les Évangiles du crime en 92 qui a obtenu le prix Renaissance, Les Trois Parcs en 97 qui a obtenu le prix Fénéon, Chronos en 2010 qui a obtenu le prix Vepler et À l'enfant que je n'aurai pas en 2011 qui a reçu le prix Renaudot du livre de poche, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors les critiques présentent votre œuvre comme une oraison funèbre dont chaque pièce serait le reflet de l'autre. Là, je cite Marine Landreau pour Télérama. On présente aussi votre œuvre comme un édifice construit sur la disparition, sur le deuil, le vide, le manque. Ça, ce sont les inrecuptibles qui vous présentent de cette sorte. Vous allez nous dire, peut-être même tout de suite, si vous êtes d'accord avec cet enfermement dans des définitions déjà, et si elles vous conviennent ou pas. Bonjour tout d'abord, et puis je voulais vous dire que je suis en fait très heureuse d'être là. C'est un bonheur Montpellier. partagé par nous, je peux vous le dire. Pour ce qui est... Oui, d'une certaine façon, oui, ces critiques sont justes, mais pour certains thèmes, oui, peut-être le... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un petit peu parler plus fort? bien près Voilà. dans le micro, merci. Peut-être... Voilà. Même si peut-être que, comme beaucoup... j'ai toujours l'impression que toute définition vous amène à être prisonnier de cela. Oui. Et j'essaie de ne pas trop tenir compte de ce qui est dit. Et vous êtes très prolifique et prolixe, ce qui fait que vous échappez quand même de toute façon aux définitions, et heureusement. Oui, parce que les livres diffèrent aussi. Absolument, donc, de style. Et vous ne faites pas qu'écrire, vous avez aussi composé des paroles de chansons, vous travaillez aussi pour le théâtre, etc. Enfin voilà, vous avez quand même plus d'une corde à votre arc. Et puis, il faut rajouter quand même que votre œuvre, évidemment, est indissociable de votre parcours, ce qu'on rappelle systématiquement aussi, bien sûr. Vous êtes né au Vietnam, vous avez appris le français au lycée français de Saigon, où votre famille s'est exilée pour échapper à la guerre en 1969. En 1977, vous avez quitté le Vietnam avec votre famille pour vous installer en France, je crois que c'était au Havre, dans un premier temps. Puis vous êtes installé à Paris et vous avez mené de brillantes études au lycée Henri IV, puis à la Sorbonne. Et ce qu'il faut dire évidemment, c'est que vous écrivez en français. Alors, pourquoi d'abord écrivez-vous en français? C'est une question évidemment qu'on vous a déjà posée, mais voilà, peut-être qu'ici tout le monde ne le sait pas et aimerait le savoir. Je crois que c'est venu très, très tôt, en fait, quand j'étais déjà au Vietnam, quand je faisais mes études au lycée français de Saigon. J'ai commencé des études en français donc à l'âge de 4 ans. Donc j'étais encore au Vietnam et à cette époque-là déjà, enfin un peu plus tard, quand j'ai commencé à lire les classiques français, je rêvais d'écrire et l'écriture c'était indissociable pour moi du fait d'écrire en français.
Pour moi, écrire, c'était évidemment écrire en français. Je n'imaginais pas écrire dans une autre langue, et à commencer par ma langue maternelle. Donc, et c'est vrai qu'il y a eu le deuil de la langue maternelle au moment où j'ai décidé d'écrire et d'opter pour le français comme langue d'écriture. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes heurté lorsque vous avez voulu écrire justement en français? Est-ce qu'il y en a eu que vous avez dû surmonter, ou est-ce que ça vous est venu de façon très fluide immédiatement? Je crois que les difficultés c'est plutôt inhérent à l'écriture, et je pense que tout écrivain se heurte à ces difficultés-là, et peut-être que la question que je me posais au départ, c'était est-ce qu'on peut être inventif dans une langue qui n'est pas la sienne, dans une langue qui est une langue d'emprunt, et est-ce qu'on n'a pas tendance à être plus puriste que les puristes? Donc c'est peut-être la question que je me suis beaucoup posée au départ. Mais il y a eu des livres où j'ai osé des néologismes, où j'ai osé une réinvention de la langue. Donc j'ai quand même franchi le pas, d'une certaine façon. Oui. Vous n'avez jamais eu de regret de vous être lancé uniquement dans l'écriture en langue française? Non. Je dois avouer que la langue française me tient, et si vous pouvez parler, pardon. Oui, la langue française me tient, et je crois qu'elle ne me lâchera pas. Alors, vous publiez cette année presque simultanément, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous vous livrez à cet exercice, 2 livres qui sont totalement différents. Œuvre vive, qui est une fiction dans laquelle, alors peut-être que vous voulez la présenter vous-même, mais très rapidement, Œuvre vive est une fiction donc, dans laquelle il y a un narrateur qui est bouleversé par la lecture du roman d'un inconnu qui disparaît brutalement. Et donc, ce narrateur va repartir à la recherche de l'auteur. C'est bien plus subtil que ce que je viens de dire là. Si vous voulez en dire 2 mots, peut-être. Oui, le roman est une enquête, et c'est l'enquête que mène un journaliste autour de la figure d'un écrivain disparu. Et c'est aussi une réflexion autour de la littérature, de la création, le pourquoi du destin d'un écrivain aussi. Il y a peut-être une interrogation qui tourne beaucoup autour de ce destin tragique d'un écrivain. Et d'une certaine façon, le fait que les 2 livres paraissent en même temps, ce n'est pas tout à fait un hasard. C'est-à-dire que le personnage principal, l'écrivain dans le roman, est une sorte d'exilé de l'intérieur, c'est-à-dire un personnage qui vit en étant en totale rupture avec le monde qui l'entoure. Et c'est en fait un double, un alter ego romanesque des écrivains qui figurent dans l'essai. Exactement, donc justement, on y vient. Évidemment, ce n'est pas par hasard, et comme vous le dites, vous publiez par ailleurs donc, cet essai qui est consacré aussi à des écrivains qui ont marqué vos lectures, votre réflexion. Bien évidemment, vous ne dressez pas un catalogue de tous les écrivains exilés sous quelque forme que ce soit, mais vous interrogez plutôt le lien qui se noue, je vais y arriver, excusez-moi, entre l'exil et la création littéraire, en fait, de toutes ces personnes. Ce n'est pas un catalogue d'exilés, c'est plutôt la tension. Oui. C'est-à-dire que c'est plutôt une interrogation autour du fait que qu'est-ce qu'un exilé? Est-ce que c'est forcément
c'est forcément autour de l'exil géographique, c'est-à-dire est-ce qu'un exilé, c'est seulement celui qui est parti de chez lui, qui a changé de langue, qui a opté pour une autre langue, qui vit dans un pays qui n'est pas le sien, qui parle une langue qui est un idiome d'emprunt? Ou est-ce qu'un exilé, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a jamais bougé de chez lui, mais qui a néanmoins un sentiment d'exil, et qui vit en étant dans un rapport de sécession. Le livre, en fait, c'est une sorte de méditation autour de cette notion. Et si dans la première partie, nous avons les écrivains qui sont partis de chez eux, il y a beaucoup d'écrivains roumains notamment qui ont opté pour la langue française. Vous savez tous qu'il y a un rapport très fort entre la Roumanie et la France. Donc il y a quelques écrivains roumains comme Sioran ou Benjamin Fondan, qui ont commencé par écrire en roumain et qui ont changé radicalement de langue à partir d'un certain moment, se sont installés à Paris et ont écrit en français. Et dans la seconde partie, c'est plutôt des écrivains qui sont des sécessionnistes. Ils ont fait scission et... ils se sont retranchés à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, d'une certaine façon. Et ils sont dans un rapport de résistance par rapport au monde tel qu'ils ne l'acceptent pas. Tels qu'ils sont forcés à le quitter parfois aussi pour se retrancher à l'intérieur d'eux-mêmes, car il leur est insupportable d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être avant d'aller plus loin, est-ce que certains parmi vous ont lu justement Exil de Lindale? Non. Bon, c'est très bien comme ça. On va vous en donner justement un aperçu. Je vais commencer peut-être, si vous le voulez bien, par lire la 4e de couverture et ensuite on va dévoiler quelques extraits du livre donc, de Lindale, par ailleurs. Répondant à une enquête sur le nationalisme et la littérature, André Gide fit valoir que la France dans laquelle il vivait devait beaucoup à un confluent de races, entre guillemets. Il était à considérer que les plus grands artistes sont le plus souvent des produits d'hybridation et le résultat de déracinement, de transplantation. Toujours une citation, entre guillemets. La valeur d'un homme, d'après Gide, se mesure au degré de dépaysement, physique ou intellectuel qu'il est capable de maîtriser. Fin de la citation. Enfin, là, c'est vous qui parlez, Lindale, en fait. Sur le thème de la place de l'étranger et de l'exil sous toutes ses formes, cet essai revient sur certaines figures de la littérature mondiale. Gombrowicz, exilé en Argentine, Sioran et Benjamin Fondan changeant de pays et de langue, mais aussi Marina Tsvetaeva ou Alejandra Pizarnik, j'espère que je prononce pas trop mal, en rupture totale avec ce qui les entourait, et bien d'autres écrivains qui ont vécu en faisant sécession, ce que vous disiez, qu'ils aient quitté leur pays ou n'aient pas bougé de chez eux. Donc on voit bien effectivement que vous traitez de plusieurs exils, on l'a dit, et de plusieurs types aussi d'exil, et il n'y a pas uniquement des écrivains dans votre livre. Il y a des personnages qui représentent aussi des formes d'exil. Comment est-ce que vous avez procédé à votre choix, justement, comment avez-vous construit vos chapitres et comment avez-vous procédé au choix des exilés et des exils dans votre livre? Le livre est construit, ce sont des fragments en fait, qui s'ajoutent les uns aux autres. Il y a des fragments assez longs, d'autres très brefs. C'est un livre qui m'habite depuis plusieurs années. Et j'ai commencé la rédaction du livre, la rédaction proprement dite, il y a 4 ans déjà. Donc, parce que le livre exigeait beaucoup de lecture et de relecture.
il a fallu relire parfois toute l'œuvre d'un auteur. Quand je parle de Marina Tsvetaeva, par exemple, j'ai relu tout ce qui est disponible dans l'édition française. Je n'avais pas la volonté d'être exhaustive, mais je voulais quand même mener une réflexion sur la place qu'ils accordent à la littérature dans leur œuvre et sur le rapport qu'ils ont au monde. Et cela, il fallait lire ou relire en entier ce qu'ils ont écrit. Donc, oui, c'est un livre qui a pris plusieurs années, mais parallèlement, moi, j'écrivais le roman, donc je travaillais un peu sur les deux livres. D'accord. Si vous êtes d'accord, on peut peut-être justement faire une lecture d'un des fragments de Par ailleurs Exil, peut-être Conrad. Est-ce que vous souhaitez le lire? Est-ce que vous souhaitez... Oui, je peux le lire. Je lis tout vous arrêtez où vous souhaitez, comme vous voulez. C'est peut-être un peu long. On va regarder parce qu'effectivement, là, il s'agit d'un fragment assez long. Joseph Conrad a fait de Amy Foster le portrait d'un émigrant d'Europe centrale, Yanko, parti pour l'Amérique et dont le bateau a échoué sur une côte anglaise. Il est si étrange, si différent, qu'il éveille la suspicion partout où il va. Il ne sait pas l'anglais et n'a aucun espoir de comprendre les gens qu'il rencontre, qui sont intrigués par lui, mais sur leur garde, ne s'habituant pas à la présence de ce drôle de personnage qui est visiblement un étranger et emporte la marque particulière et indélébile. Tout dans son allure, son comportement, sa manière de s'exprimer, offusque les villageois de la côte anglaise où il s'est retrouvé. Il a de ces façons qui les choquent. À l'heure du dîner, il reste étendu sur l'herbe à contempler le ciel. Il parcourt les champs en entonnant de lugubres chansons. Seule une jeune femme, Amy, s'est montrée charitable en lui donnant un morceau de pain quand il errait, rejeté et affamé. Naufragé, transplanté dans une autre planète, mélancolique qui passe pour avoir le cerveau dérangé, il ne parvient pas à se faire accepter, d'autant moins qu'il s'est mis en tête d'épouser Amy et d'avoir un fils avec qui il pourrait plus tard converser dans sa langue. Au lendemain du mariage d'Amy et de Yanko, les discordes ne manquent pas d'apparaître, mais c'est lorsque ce dernier tombe malade que brusquement sa femme se trouble, le considère avec des yeux effarés, peut-être parce que cet homme qui ne s'est pas acclimaté a gardé en lui quelque chose de sauvage et d'effrayant pour elle. Cet obscur et invincible effroi la pousse à s'enfuir en pleine nuit avec leur nourrisson dans les bras. Yanko, fiévreux, tenaillé par la soif, lui a simplement demandé un verre d'eau, mais ces quelques mots ont suffi à provoquer chez elle de l'épouvante. Elle a laissé là comme un oiseau pris au piège. Après avoir tenté vainement de se faire une place sur cette terre, Yanko l'étranger meurt en criant « Pourquoi ? Pourquoi a-t-il été abandonné ? Pourquoi son lot est-il de périr dans le désastre suprême de la solitude et du désespoir ?» Lui-même exilé à l'âge de 17 ans, Joseph Conrad, qui de son propre aveu ne baragouinait que quelques bribes d'anglais quand il s'embarqua en 1876 à bord d'un navire de la marine marchande britannique, a raconté dans cette nouvelle poignante la tragédie d'un banni souffrant du mal du pays et à la recherche d'un refuge. Bien qu'il soit une des victimes de prétendues agences d'émigration qui spolient des paysans slaves, Yanko n'a pas droit à la commisération. Il n'est qu'un vagabond agité, un original qui ne s'auréole pas du prestige de l'honorable visiteur. Malgré ses efforts d'adaptation et son innocence, il ne se concilie pas la sympathie des autochtones, qui se moquent de lui quand ils ne le soupçonnent pas d'être rusé sous des dehors bon enfant. Irrécupérable, car jugé suspect et inquiétant, il fait figure d'alien. Il incarne une menace, il réveille des appréhensions irraisonnées liées à ce qui vient de loin, en décrivant une fustigation de la différence et un ostracisme qui frappe le natif d'ailleurs. Conrad met le doigt sur la plaie.
l'intolérance instinctive, la tendance à ériger ses propres valeurs en modèle, l'aversion pour ceux qui s'écartent des règles admises, l'assimilation de l'étranger au démon à l'origine des superstitions indéracinables. Cet autre, dont la conduite paraît un tant soit peu déroutante, est un intrus doué d'un pouvoir maléfique. Les âmes primitives le suspectent d'être malfaisant, les intelligences rétrécies condamnent ses singularités, révélatrices d'un tempérament indiscipliné, d'une opposition aux préceptes codifiés, les tenants d'une morale normative voient en lui un dangereux transgresseur. Les préjugés ont la vie dure, et ils prospèrent sous le fumier de la peur, dégénérant en haine. Le principe d'individuation est nié, le barbare, ainsi désigné parce qu'il ne se conforme pas aux impératifs arbitraires, devient l'adversaire. Agrippé à sa différence comme à une arme qu'il manie avec une détermination inébranlable, fait observer Édouard Saïd, l'exilé insiste scrupuleusement sur le droit qu'il a refusé de se sentir à sa place. Face à lui, une coalition se forme. Elle décrète qu'elle détient la vérité et le relègue dans une infériorité supposée. Une muraille d'incommunicabilité s'élève entre les deux camps. L'étranger rétif à la domestication est tenu pour une erreur de la nature. Il représente le fauteur de rébellion, le semeur de division dont il faut se défendre. Par lui, le scandale arrive. Il met en péril la cohésion fondée sur les compromissions. Le contrat social n'a pu être scellé qu'à ce prix, et les francs-tireurs paient cher leur indépendance. Oui, on peut vous applaudir. On entend bien, Linda Lay, les résonances de ce texte par rapport à notre histoire actuelle. Vous parliez de sécession. Et effectivement, là, les personnes qui sont obligées de s'exiler n'ont parfois pas la force d'être sécessionnistes aussi. Au-delà de l'analyse que vous faites donc, du livre de Conrad, c'est le monde actuel que vous interrogez. Et cette lecture, si elle rappelle par exemple l'accueil que l'on réserve aux clandestins, comme on les appelle, qui traversent la Méditerranée pour se réfugier en Europe, ça n'est pas un hasard. Est-ce que la référence que l'on fait nous maintenant avec notre actualité... Si le livre s'ouvre sur ce texte, sur la référence à ce texte qui a été écrit il y a très longtemps, oui, mais qui continue à avoir une résonance très forte. Et c'est le propre des grands textes littéraires, c'est que... D'être éternel. Oui, intemporel et d'interroger en fait l'actualité alors qu'il ne parle pas de l'actualité au moment où il écrivait. Alors, durant les 4 ans de réflexion et de maturation de votre livre, précisément, est-ce que ce qui se passait dans la vie contemporaine vous interpellait par rapport à votre recherche ? Oui, bien sûr, parce que je crois que tous les textes dans le livre procèdent de cette réflexion autour de ce qui se nouait dans l'actualité. Et ce n'est pas un hasard non plus si j'ai choisi ce thème à un moment ou à un autre. J'ai écrit sur le thème du déracinement dans mes romans, mais je voulais aussi l'accompagner accompagner tout cela d'une réflexion aussi sous forme d'essai qui est à la fois une réflexion sur le monde actuel, un regard sur le monde actuel, mais aussi un hommage aussi à tous ceux qui ont été des déracinés. Oui. Le choix des mots est important, vous le disiez, le mot clandestin, le mot migrant, le mot émigrant, on les entend dans les médias, on les lit dans les journaux, on se les approprie, ça circule, ça change. Qu'en pensez-vous ?
Vous écrivez, excusez-moi, mais vous écrivez oui. que Brecht, par exemple, refusait qu'on lui donne le nom des Oui. migrants. Oui, parce qu'il disait qu'il a été obligé d'une certaine façon de s'exiler. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis souvent que le terme d'exilé a quelque chose de presque noble. Et on a l'impression qu'on parle il y a un écrivain, par exemple, qui est le fils de Thomas Mann, Klaus Mann, qui dit qu'il a connu une forme d'exil mondain où il conversait avec des écrivains de toutes les nationalités, et il était en quelque sorte un privilégié de l'exil. Mais il y a aussi une forme d'exil anonyme aussi. Il y a un autre écrivain dans le livre qui en parle, qui dit que lui, il ne connaît pas, il ne connaît qu'il est un exilé anonyme au moment où il s'exile. Donc, il est un véritable migrant. Oui. Et qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cet enfermement, là aussi, des exilés dans des mots qui sont quand même très particuliers, parce que migrants, émigrants, immigrés, clandestins, ce sont des mots qu'on ne choisit pas par hasard, qui ont aussi une connotation politique, la façon dont on les accueille ou dont on les refoule, dont on les intègre, entre guillemets. Voilà encore un autre mot, intégré, qui est très particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette terminologie que vous entendez autour de vous ? Je pense que c'est vrai, le vocabulaire a son importance. Une société se définit aussi par le fait que le langage change et devient se corrompt d'une certaine façon. Et dans ce livre, il est peut-être peu question il est plus question d'exilés qui refusent en quelque sorte le modèle du monde dans lequel ils vivent, que de migrants. Vous citiez Brecht tout à l'heure, qui disait qu'il a été obligé, d'une certaine façon, de s'exiler, et que il s'est vu contraint d'abandonner son pays. Donc, il y a beaucoup il est beaucoup question d'auteurs comme ça. Et de la tension qu'il y a, enfin la tension, là plus loin tension, effectivement, entre justement la personne qui choisit ou qui subit l'exil et la société et la patrie, avec le pouvoir politique aussi qui interfère, enfin qui fait plus qu'interférer, qui est justement dans ce bras de fer entre l'exilé potentiel et son pays. Oui, il y a le rapport avec le pays d'origine qui est souvent... il y a une grande ambivalence aussi. Ça, c'est une chose que je trouve toujours assez intéressante aussi, c'est que les exilés ont un rapport ambivalent à la fois avec le pays d'accueil et le pays d'origine. Donc c'est cet entre-deux qui est difficilement supportable et qui en même temps peut être fécond. Qui a donné lieu justement à de grandes pages de littérature, non seulement des pages, mais de grandes œuvres de littérature. Oui, sur le fait d'être entre deux eaux. Voilà. Oui. Alors, parmi les exilés auxquels vous vous attachez, il y a beaucoup d'exilés qui se sont suicidés par choix ou parce qu'ils étaient acculés à cette décision terrible. Alors, est-ce que c'est le prix à payer pour leur
sécessionnisme, pour leur intransigeance et pour leur liberté d'esprit? Pour certains, oui. Enfin, il y a quelques cas de suicidés dans le livre. Il est question, par exemple, d'Ernst Weiss, qui s'est donné la mort au moment où les troupes nazies sont entrées dans Paris. Donc, il avait quitté son pays pour la France, et au moment où les troupes nazies sont entrées dans Paris, il s'est donné la mort. Donc, c'est d'une certaine façon, il était acculé il voyait, l'apocalypse était là, aux portes de Paris. Donc, il y a aussi Marina Tsvetaeva, qui, elle, après 14 ans d'exil en France, est retournée en URSS et s'est donné la mort en URSS parce qu'elle se trouvait, comme elle disait, dans une impasse. Et aussi parce que non seulement son mari et sa fille ont été arrêtés, et plus tard sa fille sera envoyée en Sibérie, son mari sera fusillé, mais aussi parce que il y avait la situation politique, mais il y avait aussi le fait qu'elle n'arrivait plus à écrire. Donc elle était poursuivie par les purges staliniennes. Voilà, elle était à la fois une victime des régimes totalitaires, du stalinisme, mais elle était aussi dans une impasse, dans la mesure où toute sa vie entière, c'était la poésie, c'était l'écriture, et elle était condamnée à son retour en URSS, aux travaux de traduction, etc. Donc, et elle ne parvenait plus à créer vraiment. Donc, il y a aussi le fait qu'elle était condamnée en quelque sorte au silence. Oui. On peut dire aussi peut-être que déjà lorsque on s'appelle Marina Tsvetaeva et qu'on est poétesse en Russie à cette époque-là, il faut peut-être déjà aussi pouvoir se procurer de quoi écrire tout simplement, et que déjà ça, c'est un acte fort. Peut-être ne l'a-t-elle pas vécu autant que d'autres écrivains russes, mais se procurer un stylo, du papier et pouvoir être édité de façon souterraine ou moins souterraine, c'était déjà un acte très fort. Oui, c'était déjà une gageure. Marina Tsvetaeva, c'est un exemple extrême, parce que dans la mesure où elle a connu une vie absolument qui est une tragédie totale. Sa famille a été totalement décimée. Elle a vécu en exil, dans la misère, mais d'un autre côté, elle a laissé une œuvre bouleversante de beauté, et une œuvre considérable, pas seulement, je ne parle pas de l'importance que seulement de son œuvre, mais elle n'a pas cessé d'écrire non seulement de la poésie, du théâtre, elle a tenu des carnets intimes, elle a laissé une correspondance avec Boris Pasternak et Rainer Maria Rilke, que son œuvre par le volume est considérable aussi. Oui. Donc elle a fait qu'écrire, et écrire de façon avec toute l'intransigeance et toute la force qu'elle avait. Alors peut-être pouvons-nous faire une deuxième lecture, à moins que vous souhaitiez intervenir, n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir dans la conversation, si vous avez des questions ou des remarques, elles sont les bienvenues. Sinon, effectivement, on pourrait peut-être lire un deuxième fragment de votre livre, Linda, si vous le souhaitez.
soit donc Montesquieu, donc vous avez le petit signé qui est le deuxième, en principe, où je m'abuse. Attendez, excusez-moi, oui, c'est ça. Quel voyageur n'a pas rêvé d'être aussi ouvert, aussi sagace que Rica et Usbek, les deux persans de Montesquieu qui découvrent l'Occident, posant sur les Français un regard d'ethnologue, nouant partout des relations, car comme dit un de leurs amis, le cœur est citoyen de tous les pays. Sous toutes les latitudes, il faut avoir le même empressement pour les gens vertueux, la même compassion, ou plutôt la même tendresse pour les malheureux, la même estime pour ceux que la prospérité n'a point aveuglés. Regardés comme des bêtes curieuses, tant qu'ils portaient le costume oriental, ils sont plus qu'ignorés dès qu'ils s'habillent à l'européenne et ne sortent du néant dans lequel ils sont tombés que lorsque quelqu'un signale à la compagnie qu'ils viennent d'Asie. Alors fuse aussitôt la question : comment peut-on être persan ? Qui révèle combien les habitants de la ville lumière sont experts en matière de raccourcis et mettent peu de zèle dans l'approfondissement de leur connaissance des messagers venus d'horizons lointains. La correspondance de ces deux grands seigneurs, observateurs flegmatiques, spectateurs ironiques et spirituels, s'interrogeant sur les mœurs d'une nation aux nombreuses excentricités et par ricochet sur les usages de leur propre monde, à bien des égards non moins extravagants, fait le bonheur du lecteur pas trop pressé de tirer des conclusions sommaires quant aux particularités des différentes sociétés, mais désireux de prendre du champ pour avoir une vision non déformée par des opinions préconçues. Rica et Usbek expriment dans leurs lettres pleines d'humour et de perplexité leur étonnement devant les coutumes, les marottes, les fiertés mal placées de leurs hôtes, la mobilité de leur esprit, leur goût du paradoxe, leur inconstance quant aux modes, leur raffinement dans la recherche des plaisirs, leur passion de l'or, leur attachement aux apparences, leur frivolité assumée, leur indulgence pour les inégalités, leur mépris de tout ce qui est étranger, en ce qui concerne seulement les bagatelles, car ils avouent volontiers que les autres peuples les dépassent en sagesse. À Paris, écrit Rica à Usbek, il y a une maison où l'on met les fous. On croirait d'abord qu'elle est la plus grande de la ville. Non, le remède est bien petit pour le mal. Sans doute que les Français, extrêmement décriés chez leurs voisins, enferment quelques fous dans une maison pour persuader que ceux qui sont dehors ne le sont pas. Est-ce que vous avez envie de réagir à cette lecture précisément ? Non ? Merci. Merci pour écrire ce que vous écrivez, avec le lyrisme, avec le mot juste là où il faut, qui va provoquer l'émotion, qui va donner une profondeur aussi à l'être, là où il est. Et donc, quand vous parlez d'exil, on ne peut que vous écouter et d'être en admiration devant ce que vous écrivez. Vous écrivez dans une langue qui ne vous est pas maternelle. Mais peut-être que c'est aussi votre façon à vous de vous être complètement intégré, noyé maintenant dans la France. Oui, oui, je pense que... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a... C'est le goût des mots que j'ai toujours eu d'une certaine façon. Donc, Alors, pardon. Oui, monsieur, vous voulez intervenir ? Pardon. Moi, ça m'a frappé la façon dont vous avez dit que... Alors, vous avez fait le deuil, vous avez fait le choix du deuil et vous avez été contrainte au deuil de votre langue maternelle. Et quand même, on prend naissance, et un écrivain en particulier prend naissance dans sa langue. Donc on a du mal à se dire que cette langue ne revient pas d'une certaine façon comme un revenant quand vous écrivez cette langue maternelle. Et quand ça se produit, parce que je pense que ça se produit, comment ça se passe ? C'est-à-dire, dans votre travail d'écriture, je pense que votre langue maternelle apparaît peut-être parfois de façon un peu spectrale, comme ça, un peu... Ou alors je me trompe, mais... C'est très spectral, alors, parce que... je crois... Je n'ai plus de rapport, comment dire...
on a un rapport peut-être intime avec une langue. Et c'est ce rapport intime que je l'ai plus avec la langue française. Et j'ai conscience du sacrifice. J'ai conscience du sacrifice. J'ai conscience qu'à partir d'un certain moment, j'avais décidé que je cessais de parler ma langue maternelle. C'est venu très jeune. Donc, à tel point que maintenant, je comprends très mal ma langue maternelle. Donc elle a disparu. Pour vous, elle est morte, elle n'existe pas. Non, elle n'a pas disparu. Par exemple, quand je lis les traductions des livres en vietnamien, j'essaie de comprendre, mais il me faut mon texte français en regard. Et là, il y a des mots qui reviennent, oui. Mais je ne suis pas capable de saisir les nuances dans ma langue maternelle. Je ne suis pas capable de dire que tel texte, ce que je suis capable de faire devant un texte en français, je ne suis pas capable de le faire devant un texte dans ma langue maternelle. Donc j'ai vraiment... oui, je me suis totalement éprise de la langue française au détriment de ma langue maternelle. Ça, je l'avoue, oui. Donc la langue française est devenue votre langue maternelle. On peut dire ça comme ça. En tout cas, oui, d'une certaine façon, oui. D'autant plus qu'elle m'a été plutôt inculquée par ma mère. C'est-à-dire que dire ma langue maternelle, c'est le vietnamien, ce ne serait pas tout à fait juste parce que c'était ma mère qui m'a inculqué le français. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt de langue natale presque en parlant du vietnamien. Alors à propos de l'extrait que vous venez de lire, Linda Lê, on voit bien, alors là, par une pirouette, que c'est l'arroseur arrosé et qu'on est toujours l'exilé de quelqu'un. Donc c'est aussi le message qui apparaît dans l'extrait que vous avez... dans le passage que vous avez écrit et donc dans ce qu'on vient d'entendre. C'est ça, on est toujours l'exilé de quelqu'un. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Non, l'extrait, j'aime beaucoup, c'est vrai, ce texte de Montesquieu parce que c'est peut-être ce qui m'a inspiré le fragment le plus léger. Oui. Oui. Plein d'allégresse un peu et plein d'ironie dans le livre par rapport à des textes plus sombres, mais c'est ce texte de Montesquieu, c'était un des premiers textes, c'est pour ça que ça m'est cher aussi, c'est un des premiers textes, un des premiers classiques que j'ai lus en arrivant en France aussi. Donc c'était une façon d'apprendre à connaître la France qui était assez joyeuse. Est-ce que vous avez perçu justement la France comme ces deux personnages au départ, en observant leurs coutumes, etc., avec justement ce regard narquois? Ce qui me révoltait quand je suis arrivée, c'est que j'avais appris l'argot. J'avais appris l'argot en lisant Hugo. Et que je me suis aperçue que plus personne ne comprenait l'argot de Hugo. L'argot d'Hugo. Oui, voilà. Donc, ça, oui, c'était une impression d'étrangeté, très grande étrangeté. D'accord. Donc on s'aperçoit aussi effectivement là dans ce qu'on vient de lire que c'est le corps social aussi qui est malade en fait, puisqu'il est question d'une maison de fous dans l'extrait qu'on a lu, et bon, on construit une maison de fous pour montrer qu'il y a quelques fous mais qui sont bien évidemment bien à l'intérieur de la maison, et que du coup tout le reste du corps social est absolument sain, ce qui est une escroquerie en fait, non? Oui. Enfin, est-ce que vous pensez la responsabilité C'est une question.
C'est une question. Mais je pense qu'on trouve la réponse dans l'attention. Alors pour le coup, pour être un petit peu plus sérieux, vous le dites, des autres fragments que vous avez écrits où l'on voit bien l'engagement et jusqu'au suicide parfois de cette tension entre la personne qui se sent exilée et ce qui la met en exil, que ce soit un pays, que ce soit un rapport à l'autre ou toutes sortes d'événements. Oui, toutes sortes. Il n'y a pas que des écrivains, il y a un personnage romanesque qui est Bartleby, un personnage Absolument. de Melville, qui incarne un peu la figure de l'étranger, de celui qui est dans un rapport de dissidence envers tout, parce que lui, il a une excusez-moi, je vous coupe, mais oui. Bartleby, le scribe donc de Melville, est un scribe qui dit « je préférerais ne pas ». Vous l'expliquez d'ailleurs. À tout, oui. À tout. Ce qui est une forme de sécession, c'est presque la force d'inertie par le retranchement. Oui, c'est une forme de résistance passive, mais qui est résistance passive, mais qui n'en est pas moins puissante. Oui, parce que ça désarçonne tout son entourage et celui qui l'emploie en devient presque fou devant cette résistance passive et très douce finalement. Un peu comme un art martial qui absorbe, qui absorbe l'énergie, le coup et qui l'absorbe vraiment. Oui. C'est un texte effectivement. Alors par rapport à cette inertie très personnelle de Bartleby qui absorbe comme une éponge effectivement ce qu'on lui demande de faire et auquel il refuse de se plier. On peut peut-être, et vous vous acheminez d'ailleurs dans le cours de votre essai, vers un exil encore plus profond à l'intérieur de soi-même, qui peut être l'exil d'Antonin Artaud, qui lui aussi est radical. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais peut-être que ce qui m'a toujours passionné dans l'œuvre d'Artaud, c'est cette radicalité et cette radicalité qu'il a, qui fait que on a presque, on se sent presque. On a presque honte de parler de lui comme s'il fallait garder un silence devant tant devant cette absence de compromission, cette absence de concession qui était la sienne. Et il a eu un engagement total qu'il a payé très cher en fait. Oui. C'est plus qu'un engagement, c'est... Il a été exilé en hôpital psychiatrique, on peut le dire au cas où... Voilà, oui, il a passé... Mais tout en disant qu'il a été victime d'envoûtement et qu'il a été victime des psychiatres. Et c'est ce long exil dans les hôpitaux psychiatriques qui fait de lui un personnage qui est proche de ce qu'il appelait un suicidé de la société quand il parlait de Van Gogh. Oui, absolument. Est-ce que l'on peut peut-être, avant de repasser la parole à vous si vous souhaitez vous exprimer, mais lire un petit extrait donc du fragment que vous consacrez à Antonin Artaud. À moins que vous souhaitiez tout lire, mais effectivement, ce qui, voilà,
ce que j'avais noté, mais oui, vous pouvez tout lire. Hein. Je vais juste lire ce qu'il a écrit dans Histoire vécue d'Arto Momo. C'est une citation donc d'Arto. Il y a une chose qui n'a cessé de bouillir en moi depuis que je suis au monde. Cette chose est l'idée du sort infligé par la machine, cette sempiternelle, anonyme machine appelée société, à tous ceux qui ne pensent pas comme elle et qui, ça et là, à travers et depuis l'histoire, ont tenté de faire tomber le cadre et qui en sont morts. On ne sait plus comment en parler, effectivement, après l'extrait d'Artaud, parce que c'est d'une radicalité totale, mais qui dit tout en très peu de mots et qui pourrait résumer aussi votre livre, Lindale, c'est-à-dire cette tension entre la machine sociale et l'homme qui pousse à l'exil, qu'il soit à l'intérieur de soi ou au contraire à l'autre bout du monde. Mais il y a peut-être ce qui est salutaire d'une certaine façon, c'est que tous ces écrivains parlent toujours de la nécessaire rupture, la nécessité d'être en rupture et le fait que c'est cela qui les a sauvés, même s'ils en ont payé le prix, mais d'une certaine façon, il y a eu l'autre pan de leur engagement, c'est que le fait qu'ils sont toujours allés contre les a finalement sauvés. Est-ce que vous considérez justement l'écriture comme votre patrie, si on peut dire, ou est-ce que c'est un peu exagéré ? En tout cas, c'est un point d'ancrage qui, pour moi, qui n'en est pas beaucoup. Oui, c'est un point d'ancrage. Mais c'est Sioran qui disait que la langue française, c'était sa patrie. Et que c'était cela pour lui qui était le plus important quand il a changé de langue et qu'il a adopté le français. Il disait cela, mais d'une certaine façon. Et Pessoa aussi, écrivant en portugais, disait cela aussi, que c'était la langue qui était sa patrie. Et je serais presque tentée de dire la même chose. Oui. Bien, écoutez, on ne peut que vous remercier, Lindale, de nous avoir accordé le privilège de cet entretien aujourd'hui. Merci énormément d'être venu nous présenter Par ailleurs, Exil. Merci.